bourse, il existe parfois cette idée fausse que si vous faites bien votre travail d'analyse, vous ne devriez jamais avoir de perdants. Certains préconisent même que si votre analyse vous semble juste et qu'un titre baisse, vous devriez en racheter toujours plus jusqu'à ce que le titre se retourne. À mon avis, c'est ici une bonne recette pour aller au désastre, et la vérité est que parfois, même avec une bonne analyse, les choses ne se passeront pas toujours comme prévu. Même un investisseur expérimenté peut avoir des angles morts dans son raisonnement ou faire face à des événements imprévus qui ne pouvaient pas forcément être anticipés. Pour citer un événement récent, la crise du Covid est un bon rappel de ce genre de choses. Les gens surconfiants dans leur analyse et dans leur capacité à prévoir le futur ne font souvent pas long feu en bourse, et la différence entre les bons et les mauvais investisseurs se fait souvent sur un facteur négligé mais essentiel, une bonne gestion des perdants. Si vous doutez de tout cela, même le légendaire investisseur Peter Lynch est célèbre pour avoir déclaré « Si vous faites bien les choses, vous aurez raison 6 fois sur 10, vous n'aurez jamais raison 9 fois sur 10 ». Ce sont toujours des statistiques à garder en tête quand vous achetez des actions sur les marchés. Pour contraster avec la vidéo que j'avais fait précédemment sur mes 3 plus gros gagnants, je vous propose donc de voir ici mes 3 plus gros perdants et les leçons que nous pouvons en tirer. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que c'est une valeur que j'ai en portefeuille depuis un moment ici et qui n'a pas délivré. Ruby suit pourtant la même logique que beaucoup de titres que j'ai achetés ici, faible valorisation, rendement élevé couvert par le cash flow dégagé, bonne gestion, secteur boudé par le marché, mais pour le moment le titre n'a pas rebondi et a continué de chuter encore et encore. Ruby est une des raisons qui m'a poussé à modifier quelque peu mon risk management et je laisse maintenant rarement courir des titres au-delà d'une perte de 20 à 25% à partir de mon point d'entrée, à moins que j'ai une très forte conviction dessus. C'était le cas initialement ici et des fonds comme Tweedy Brown sont du même avis que moi et détiennent la position depuis un moment. Mon PRU se situe ici autour des 37 alors que le titre cote désormais autour des 22, ce qui représente une moins-value de plus de 40% en termes de prix pur. Mais attendez, c'est sans compter les dividendes élevés du titre qui représentent une part non négligeable des retours. En réintégrant ces dividendes dans le calcul, nous arrivons donc à une perte totale de 20% seulement depuis l'achat. Ce n'est toujours pas génial pour un titre que je détiens depuis des années, mais comme vous pouvez le voir, il y a une grosse différence entre 40% de perte et 20% de perte réelle du fait des gros dividendes du titre. C'était donc toujours une erreur, mais une erreur qui n'a pas coûté aussi cher qu'il peut y paraître en regardant le prix d'achat moyen. PS, c'est d'ailleurs un point important ici, sur les titres à rendement élevé, réintégrez toujours les dividendes dans l'équation pour avoir une vision complète de vos pertes et profits. Du temps où les craintes de récession étaient élevées et où les marchés décrochaient, j'avais reçu plusieurs demandes sur le sujet de quel placement défensif performait typiquement bien durant ce genre de période. Et j'avais évoqué entre autres le secteur de l'immobilier de stockage. L'immobilier de stockage est en effet un secteur qui a présenté des performances boursières élevées ces dernières années tout en offrant une bonne résistance aux récessions. J'avais cependant sous-estimé plusieurs éléments à l'époque. Tout d'abord, il n'y a pas eu de récession, ce qui rappelle qu'il faut toujours se méfier des scénarios attendus par l'opinion générale. Ensuite, le Covid a créé un pic d'achat d'objets pendant le confinement et un pic de demande pour le secteur du stockage. Les gens enfermés chez eux ont basiquement acheté beaucoup de choses en peu de temps, dont ils n'ont ensuite eu plus besoin. Il semble que ce pic de demande soit en train de lentement se normaliser et qu'en dépit de son déclin de l'époque, le titre se paie encore un peu cher. Ajoutez à cela des taux d'intérêt en hausse, qui ont plus ou moins puni l'ensemble du secteur des rates, et une fusion surprise en cours, avec Live Storage pour Extra Space, et vous avez un déclin significatif que je n'avais personnellement pas vu venir. Je pense toujours qu'il y a un vrai besoin long terme pour l'immobilier de stockage, cependant il est tout à fait possible que la hausse des taux, le ralentissement du marché immobilier classique et la fusion avec LSE fassent que le titre ne reprenne pas le chemin du Nord avant un petit moment pour l'instant. Ce qui voudrait dire que je l'ai probablement acheté un peu trop cher à l'époque. Mon prix d'achat moyen sur le titre est de 170 et il évolue actuellement autour des 120. En réintégrant les dividendes dans l'équation, on obtient donc une perte de 24% sur le titre. SEB est une valeur française que je détiens dans mon PEA depuis plusieurs années. Il s'agit du champion du petit équipement domestique et du groupe qui détient des marques que nous connaissons et utilisons tous, ou presque, régulièrement, telles que Tefal par exemple. Le groupe possède également une politique générale attractive pour ses actionnaires, avec des possibilités de remise importantes sur ses produits chaque année et 10% de dividendes en plus tous les ans si vous détenez vos actions au nominatif. Je vous renvoie à ma vidéo au sujet de ce mode de détention particulier si vous souhaitez plus d'informations à ce sujet. C'est aussi un groupe qui possède une plus petite capitalisation boursière que les géants de la bourse de Paris, et qui se trouve donc être plus volatile. Le groupe est également dans la catégorie de la consommation dite cyclique/discrétionnaire qui désigne les biens non indispensables dont le renouvellement a tendance à être mis en pause pendant les périodes économiques difficiles. Ce qui veut dire que le groupe est un peu plus sensible aux aléas du cycle économique que d'autres valeurs. Une faiblesse générale sur les petites capitalisations, combinée à une sensibilité à la hausse du coût des matières premières avec l'inflation et à des effets de change défavorables, font que SEB n'a pas très bien performé en bourse dernièrement. Mon prix d'achat moyen se situe autour des 120€ et le prix actuel de l'action est autour des 90. En réintégrant les dividendes dans l'équation, on obtient une moins-value de 16% sur la position. Avec ce petit top ainsi que ma précédente vidéo, vous avez donc un panorama global de mes 3 plus gros gagnants et de mes 3 plus gros perdants. Partant de cela, nous pouvons faire un petit calcul rapide. Mon gagnant moyen du top 3 représente une performance moyenne de 200 plus 200 plus 130 égale 176% environ,
et mon perdant moyen du top 3 représente une moyenne de 20 plus 24 plus 16 égale à peu près 20%. Votre mission en tant qu'investisseur n'est pas tant de n'avoir aucun perdant ou d'avoir un gros gagnant à 10 000% et rien d'autre, mais de creuser l'écart au maximum entre votre gagnant moyen et votre perdant moyen, ainsi que de réduire le nombre de perdants au maximum. Si vous êtes up de 200% quand vous avez raison et down de seulement 20% quand vous avez tort, les maths de votre compte de bourse sont plutôt bonnes. Bien entendu, je ne vous ai donné que les extrêmes du portefeuille ici, et ce qui se passe au milieu est aussi très important. J'ai d'autres positions, en hausse d'un peu plus de 100% et assez peu de perdants globalement. A noter que vous pouvez également jouer sur la taille de position pour que vos perdants pèsent moins lourd dans la balance générale de votre portefeuille que vos gagnants. Notons cependant ici que parce que les marchés ont connu une période favorable au cours de ces 10 dernières années, j'ai un nombre de perdants très réduit, meilleur que le fameux score de 6 sur 10 évoqué par Peter Lynch. Nous serions plutôt à du 8 titres gagnants sur 10 ici globalement. Gardez en tête que cela peut fluctuer en fonction de quand vous commencez à investir en bourse et que sur la décennie 2000-2010, le ratio gagnant-perdant n'aurait probablement pas été aussi favorable. Gardez en tête également que vous pourrez probablement avoir des gagnants qui réalisent des performances supérieures à 200% en bourse si vous êtes prêt à accepter un peu plus de volatilité que moi, et à aller par exemple sur de plus petites capitalisations, chose que je fais un peu plus maintenant que j'ai de l'expérience mais que je n'aurais pas osé faire à mes débuts. Gardez cependant aussi en tête que cela marche dans les deux sens et que si vous faites un portefeuille composé uniquement de petites capitalisations, il y a peu de chances que votre top 3 des perdants se limite à du moins 15 ou à du moins 20%. Vous devrez donc améliorer autant que vous le pouvez votre gestion des perdants car comme le dit le proverbe, les gagnants ont tendance à se gérer tout seuls en bourse. Du moins tant que vous avez l'estomac pour les conserver suffisamment longtemps et que vous avez fait le bon choix initial de société. Pour conclure, j'espère avoir pu montrer ici que faire des erreurs en bourse n'est pas très grave du moment que vous gardez l'impact de ces erreurs réduit. Évitez d'être lourdement chargé sur des actions qui prennent du moins 30, moins 40 ou moins 50% et qui peuvent être très négatives pour les maths générales de votre compte de bourse. N'oubliez pas aussi de conserver vos gagnants le plus longtemps possible. Si votre gagnant moyen est bien plus élevé que votre perdant moyen, vous avez par nature une marge d'erreur plus grande. J'espère avoir pu démystifier quelques idées reçues sur la bourse dans cette vidéo et vous avoir donné une meilleure vision de comment progresse un compte de bourse en temps réel, que ce soit au niveau de ses gagnants ou de ses perdants. J'espère aussi avoir pu donner quelques arguments ici en faveur du stock picking, une stratégie qui est plutôt en défaveur en ce moment par rapport à la gestion passive via des fonds. Pas facile d'avoir du plus de 100% sur la période présentée avec un indice boursier. N'hésitez pas à laisser vos avis ou questions dans les commentaires et à revoir la vidéo sur mes plus gros gagnants en complément de celle-ci si nécessaire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui vous aidera à mieux investir.